Nous venons de voir dans le cours, rapidement, que la digestion était un phénomène à la fois mécanique et chimique. Cela dit, si ça semble une évidence aujourd'hui, il n'en a pas toujours été ainsi dans l'histoire des sciences. Nous allons découvrir aujourd'hui comment se sont construits les savoirs sur la digestion au fil du temps, au travers de deux, même trois, vous allez voir, expériences historiques, mais principalement celles de Réaumur et Spallanzani. Avant toute chose, un petit rappel. Oui, je sais, j'aime bien radoter, mais c'est le principe de la marteau-thérapie. Plus on répète les choses, plus ça rentre dans le crâne. Donc, petit rappel, dans une démarche expérimentale, vous le savez, quand on émet une hypothèse pour répondre à un problème, on se doit de la tester. On doit la vérifier. Si on ne le fait pas, on est un pseudo-scientifique et on fait des documentaires sur RMC Découverte. Hein, où les pyramides ont été construites par des extraterrestres, tout ça. Donc revenons à la science, la vraie. Pour tester son hypothèse, on réalise toujours deux expériences, au moins deux. Une expérience témoin où on s'efforce de se rapprocher le plus possible du phénomène naturel qu'on étudie et où on essaye de le reproduire en laboratoire, juste pour vérifier que le simple fait d'expérimenter, de sortir des tubes, de prendre un animal, le foutre dans une cage, enfin toutes ces choses, ne donne pas des résultats tordus. Vous voyez, si on fait une expérience sur l'animal, faut quand même vérifier que déjà le simple fait que l'animal soit mis dans une boîte et qu'on lui fasse des injections, ça ne le stresse pas à l'extrême, ce qui pourrait fausser les résultats. Donc faut déjà poser les bases, on fait une expérience témoin, tout bien, on reproduit tout comme dans la nature, juste pour voir si ça marche. Et dans un deuxième temps, on fait ce qu'on appelle une expérience test. Et là, on y fait varier un seul et unique paramètre. Pas 36 à la fois, parce que sinon on ne sait pas discriminer à la fin. Hein. Donc un seul paramètre par rapport à l'expérience témoin. Ça peut être la température, ça peut être n'importe quoi, la molécule qu'on utilise, enfin bon, ça dépend complètement de l'hypothèse qu'on essaye de tester. Ce paramètre, justement, est celui énoncé dans l'hypothèse, celui dont on veut tester les effets. Voilà, donc ça c'est l'expérience test. C'est idiot, mais si on ne respecte pas ce simple principe de base, deux expériences, un seul paramètre, tous les résultats obtenus sont bons pour la poubelle car ils sont inexploitables. Il y a pas mal d'études pseudo-scientifiques qui sortent, qui ne respectent absolument pas ce principe de base. Donc tout simplement, les résultats ne sont pas exploitables. Contrairement à ce que prétendent leurs auteurs, n'est-ce pas? Et ce serait dommage quand même de faire perdre autant de temps et d'argent à tout le monde. Hein? Parce que le temps c'est de l'argent, paraît-il. Enfin bon bref, ça on peut en discuter, mais c'est plus de la philo. Bref, on en revient à nos moutons, à la digestion, enfin bon bref, vous avez compris. Sachez que le XVIIIe siècle fut un siècle phare pour la digestion. Gros sujet à la mode. Jusque-là, on était resté sur les théories d'un certain Borelli, XVIIe siècle, qui avait observé que les poules avalaient des grains durs avec des graviers et qu'elles parvenaient à les digérer grâce à leur gésier. C'est une sorte de poche à broyer que possèdent les oiseaux. Je vous mets des illustrations par-ci par-là pour que vous compreniez. Bon bref, on sait très bien, quand on file du grain aux poules, elles arrivent à le digérer très bien, pourtant elles sont pas de mâchoire avec des dents. Voilà, donc elles les gobent et puis grâce à ce gésier, cette poche maxi-broyeur interne, elles arrivent à digérer leur nourriture. Sans plus d'arguments que son instinct et son observation des piafs, très simplement, il en déduit que la digestion était 100% mécanique. Voilà, emballé, c'est pesé, il a regardé des poules pendant 2-3 jours, et il en a déduit que c'était 100% mécanique. Terminé, j'ai envie de vous dire que pour la rigueur scientifique, on repassera. Hein. Bon, alors, par contre, on ne s'arrête pas là, c'était quand même pas mal d'avoir sorti une théorie sur la digestion, on est au XVIIe siècle, et alors là, on passe au XVIIIe siècle. En 1750, un certain Réaumur, naturaliste français, cocorico, je tiens à le dire, donc voilà, sent bien qu'il y a une faille. Il sent que le coup de la digestion 100% mécanique, voilà, là aussi il joue sur l'instinct, mais enfin, quand même il va aller investiguer. Il sent que ça suffit pas, donc il se colle à l'exercice en étudiant la digestion d'une buse. Me demandez pas pourquoi, voilà, je sais pas pourquoi il a pris la buse. C'est un rapace qui a la propriété de recracher les parties non digérées de ses proies. Donc c'est un peu comme les chouettes, les aigles et compagnie. Ils gobent en fait les rongeurs et les autres proies qu'ils avalent, et comme ils sont pas capables de digérer les os, les poils, etc., ils les recrachent sous forme d'une petite pelote qu'on appelle une pelote de réjection. Bon, bref. Pour résumer l'expérience de Réaumur, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait avaler à une buse
un tube en fer dans lequel il avait placé, donc un tube ouvert aux deux extrémités, fer, métal dur, voilà, dans lequel il avait placé un morceau de viande. Oui, bon d'accord, c'est pas très cool pour la buse, je sais, mais enfin visiblement la bête se laissait faire. Bon bref. Et le lendemain, quand la bestiole recracha le tube, comme elle le faisait habituellement avec les pelotes de réjection de ses proies, voilà. Oui, parce que sinon ça reste un peu sur l'estomac, un tube en fer, on est d'accord? Donc quand elle recrache le tube, il en analyse le contenu. Et là, il réalise que le tube est intact, il n'y a rien, il est nickel, mais que la viande à l'intérieur était presque totalement dissoute. Il reste plus qu'une sorte de purée sur les parois, si vous voulez. Donc je vous mets une petite illustration, là, ici, boum, de l'expérience de Réaumur. Voilà, donc le tube n'a pas été broyé, n'a pas été malaxé, et pourtant la viande à l'intérieur a été digérée, puisqu'il en reste une sorte de purée. Intéressant. On analysera ça plus tard. En 1787, c'est Spallanzani, bon d'accord, il n'est pas français, qui s'y colle. Lui aussi s'acharne d'abord sur des oiseaux. Je ne sais pas quel souci ils avaient avec les volatiles à cette époque. Visiblement, ils aimaient bien manipuler des oiseaux et leur faire gober toutes sortes de choses. Alors vous allez voir, accrochez-vous, j'allais dire à vos slips, mais à vos chaises, ça marche aussi. Vous allez voir ce qu'ils lui ont fait. Donc Spallanzani récupère le liquide digestif des oiseaux qu'il étudiait en leur faisant avaler des bouts d'éponge attachés à des ficelles, puis en les récupérant en tirant dessus. Non mais imaginez-vous l'horreur, quoi. Vous avaleriez un bout d'éponge au bout d'une ficelle? Enfin, tout le monde vomit, c'est clair. Bon bah écoutez, il a réussi à faire ça à des oiseaux, vachement sympa. Donc évidemment le petit bout d'éponge est allé jusqu'à l'estomac et il a tiré sur la ficelle pour les faire régurgiter, donc il avait eu le temps de s'imbiber de ce qu'il y avait dans l'estomac. Ensuite, l'homme est devenu raisonnable, donc Spallanzani s'est rendu compte que c'était peut-être un peu barbare, enfin je ne sais pas quel était le processus intellectuel, mais il a prélevé son propre liquide digestif, il a arrêté de s'acharner sur les piafs, il a prélevé son propre liquide digestif en se faisant vomir à jeun, tant qu'à faire. Donc c'est-à-dire à jeun, ça veut dire qu'il n'avait pas mangé depuis au moins 12 heures, donc il récupérait le contenu de son estomac, en réalité. Donc il s'est fait vomir tout seul, bah écoutez, il fait ce qu'il veut, c'est un grand garçon. Bon, au final, son expérience consista à prélever son suc gastrique, donc le liquide qui était dans son estomac, qu'il avait revomi, je viens de recevoir un mail, c'est génial, donc voilà, est-ce que je vais y arriver? Donc il a prélevé son suc gastrique, il l'a versé dans un tube à essai, il y a placé un morceau de viande bouillie, puis il a mis le tout, bon bouilli, donc ça veut dire pré-cuit à l'eau, voilà, et il a mis le tout à 37 degrés. Et en parallèle, il a fait exactement la même expérience, mais en plaçant non plus du suc gastrique dans le tube, mais de l'eau. Donc pareil, à 37 degrés, tout ça, petit bout de viande pré-cuit. Et en 35 heures, donc il a laissé passer 35 heures, parce que bon, voilà. En 35 heures, la viande avait été totalement dissoute dans le tube avec le suc gastrique, mais intacte, rien ne s'était passé dans le tube avec de l'eau. Ah, on verra ce que ça nous apprend sur la digestion. On passe à la suite. Alors la suite, toujours dans le même délire, est un petit peu hardcore, vous allez voir. On pensait qu'on avait, à ce moment-là, tout compris à la digestion. Bon, alors là, je ne sais pas à ce stade du cours si on a déjà fait les analyses ou pas, nous le verrons. Donc on pensait que c'était à la fois chimique et mécanique, vous l'aurez compris. Mais voilà qu'en 1825, un certain Beaumont, médecin militaire de l'US Army, d'accord, donc l'armée américaine, s'en mêle, il décide de s'y coller. Par le plus grand des hasards, donc le type s'embête, clairement, bon il soigne vaguement des blessés de guerre, etc. Mais enfin lui il a envie de faire carrière, il a beaucoup d'ambition, et un beau jour on lui amène Alexis Saint-Martin, retenez bien son nom parce que personne ne le connaît, un trappeur canadien qui avait été blessé à l'estomac suite à un tir malencontreux de fusil. Bon ça arrive, on se prend une bastos dans le buffet, ça peut arriver. Bon. Donc il s'était pris une balle, vraiment dans l'estomac, enfin au niveau du torse, quoi, enfin pas du torse, de l'abdomen. Bon. Beaumont le récupère, n'arrive pas franchement à le soigner correctement, il se rend bien compte que c'est un peu compliqué, voilà, ça dépasse un peu ses capacités à l'époque. Il lui sauve quand même la vie, mais le pauvre bougre, Alexis Saint-Martin, se retrouve avec un trou béant donnant sur son estomac.
et permettant d'en trifouiller le contenu, c'est ignoble. Donc Beaumont n'a pas réussi à le rafistoler suffisamment, il reste un trou, quoi. Donc il y a un trou qui donne, mais directement sur son estomac. On pourrait s'arrêter là, se dire que Beaumont s'est dit qu'il avait fait de la bouse, mais pas du tout. Beaumont y voit une occasion en or de faire progresser la science et sa carrière. Il fit de Saint-Martin son cobaye et homme à tout faire. Bah, pourquoi se priver, hein, tant qu'à faire, hein, il est devenu son domestique. Pendant des années, il préleva le contenu de l'estomac de Saint-Martin et se livra à toutes sortes d'expériences sur le trappeur qui, un peu lassé, on peut le comprendre, tenta plusieurs fois de s'échapper. Bah oui, hein, forcément, c'est pas très agréable de se faire trifouiller les boyaux, hein, on est d'accord ? À chaque fois, bon, il fut rattrapé, hein, forcément, parce qu'il était dans un moyen état de forme, et on finit quand même par le forcer à signer un contrat où il disait, sous la menace d'une arme, hein, quasiment, accepter de son plein gré les expérimentations menées sur lui. Voilà, donc il a fini par signer un papier, contraint et forcé. Grâce à cela, Beaumont fit largement, quand même, avancer les connaissances sur la digestion et marqua l'histoire de la science. C'est vrai, on parle beaucoup de Beaumont. Alexis Saint-Martin, lui, ne fut jamais soigné de sa blessure, mais vécut avec son trou à l'estomac jusqu'à sa mort, qui est quand même pas mal, et peu de gens ont retenu son nom, donc je me permets quand même de lui faire une spéciale dédicace. Voilà, Saint-Martin, on pense à toi. Sale vie, sale ambiance, on est d'accord ? Bon. Voilà, j'ai fait mon petit tour d'anecdotes. Il ne nous reste plus qu'à en débriefer en classe. C'est parti, au travail.